It's every kind of people to make what life's about, yeah. Eh oui, every kind of people, ça veut dire tout le monde. Donc tout le monde peut manger, alors que tout le monde ne peut pas forcément faire des exercices paralympiques. Si, tout le monde peut. D'accord. Ok. Tout le monde doit. Bon, alors, après un petit cours Oui. de Julie Ferrez, rien ne vaut une bonne quiche. mais attention, pas n'importe laquelle. Ah bah non. Parce qu'en fait, je me suis intéressée à la quiche tout simplement parce que le triporteur, on partait en Lorraine. Et je me suis dit, la quiche lorraine, c'est ce plat que toute la planète connaît. Vous allez au Japon, vous allez à Papeete, vous allez à Ouagadougou, on connaît la quiche lorraine. Ah bon? Mais bien souvent, elle est congelée, elle est faite industriellement. Ah oui. Elle est un petit peu ravagée, la quiche lorraine. Donc, nous, on s'est dit, bah, il faut la sauver. Ouais. Nous sommes allés voir l'empereur, le pape, le roi de la quiche lorraine. Il s'appelle Fabrice Wiesmann. Il est juste à côté des Halles. Il est dans Nancy. C'est un boulanger. Fabrice, lui, on va dire que depuis 3 générations, ils font de la quiche, ils font du pain. Et parce que la quiche, c'est vraiment un produit finalement de boulanger. Parce que d'abord, il y a une pâte, et puis ensuite, il y a des ingrédients, c'est assez simple. Alors, crème épaisse, œuf, un petit peu de lait, du lard fumé, sel, poivre, et là, ça y est. Ah, il met vous pas avez de muscade, tout. non? Ah bah si, noix de muscade, forcément. Bah oui, noix de muscade. même. Mais attention, pas de comté, pas de thon. Ah non, Julie Ferrez nous surtout pas. disait du thon pendant le jingle. Mais non, mais Là, c'est j'ai- parce qu'elle fait là- une quiche à Non, la mais tomate. Là, Oh, là, c'est la pas Fabrice pareil. Guisdag, il va s'énerver là. Hein. Il va s'énerver si vous lui dites ça. Donc justement, nous on est allé le voir et on a découvert comment faire la quiche. Regardez. Saviez-vous que la quiche lorraine était de Lorraine? Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on est à Nancy. Allez, tiens, Maurice, une petite quiche. Elle est bonne ou pas? Elle est bonne? Allez hop, en route. Oui, ça se passe comme ça, un tournage du triporteur de Télématin. Ah, ben voilà. Je me suis dit qu'une boulangerie où Jean-Pierre Coff, quand il venait en Lorraine, il s'arrêtait toujours ici. Donc ça peut être qu'une bonne boulangerie, non? Oui, c'est vrai. Le Lorrain est modeste et travailleur. Bon, il est modeste, mais quand même, il voudrait juste dire à la gastronomie et à la France entière que tout a été inventé ici, non? C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire ça. On est vraiment un pays culinaire où on a inventé tas de choses. Le pâté lorrain, les tourtes lorraines, le baba au rhum. Le baba au rhum, ça vient d'ici? Mais oui, le baba au rhum, ça vient de Stanislas. Le feuilletage? Le feuilletage. Sans les Lorrains, on n'aurait pas de pâte feuilletée? Exactement, on est Ouh là là. là, il nous manquerait un truc quand même, hein? Ah oui, Bon, bref, la France devrait remercier tous les matins la Lorraine. exactement. C'est tout. Ce produit-là, si j'ai bien compris, il a voyagé dans le monde entier. Oui, vous vous rendez compte que la quiche lorraine, elle est connue dans le monde entier. Dans chaque ville du monde, on mange de la quiche lorraine. Mais pas de la bonne. Il y en a qui rajoutent du fromage, il y en a qui rajoutent des oignons, il y en a qui rajoutent tout ce qu'on veut, des poireaux. Non, la quiche lorraine, c'est une belle pâte brisée, de la crème, des œufs et des lardons fumés légèrement salés. Et C'est ça, c'est tout. c'est tout. Et je sens qu'on peut l'énerver avec la quiche lorraine. Oui, Et alors là, j'ose même pas l'imaginer, on va mettre une quiche dans un siphon. Fabrice, aïe, aïe, aïe. là, tous tes ancêtres se retournent. Hein. J'ai peur. T'as peur? Eh non. Bon, Et moi j'ai osé. alors, Françoise, Oui. on va faire une quiche déstructurée, c'est ça? Complètement. Voilà, revisité en cappuccino. Alors, on commence déjà par faire rissoler les lardons. D'accord. L'ordre est important, hein? Oui, pour récupérer le gras du lardon pour faire rissoler les oignons. Ah ouais, Et donc tout s'imprègne des goûts. On fait aussi une pâte sablée. d'accord. Et on les miette comme un crumble. Là, on va avoir plusieurs textures. Nos lardons, nos oignons, Voilà. notre crumble. Voilà, le Et par-dessus crumble. Et par-dessus, l'appareil à quiche. D'accord. Avec du comté dedans. Ah, Voilà. ça c'est important. Comment Voilà. on fait? Alors c'est de la crème, du lait, des œufs. Oui. On laisse infuser aussi le fromage dedans, D'accord. dans la crème et dans les œufs. Et on va le laisser fondre Et on va se, laisser se fondre. diluer dans le Voilà. liquide. On passe au chinois ou pas? Oui, indispensable de passer au chinois avant de mettre en siphon. Alors là, et là Fabrice, il commence à se lécher les babines. Hein? C'est gourmand. T'as envie de goûter, t'as envie d'y aller quand même. Et il y a un côté équipe de rugby quand même là, non? Hein, Je Françoise? me sens un petit peu seule. Et vous savez quoi? Elle est belle la quiche lorraine. Non, elle est belle. On peut le dire ou pas, Françoise? Et elle est bonne. Ouais.
Qu'est-ce que vous allez Alors, me déstructurer une quiche Lorraine? Non, mais ça va non, pas. mais il n'y a rien à dire. Mais d'ailleurs, Non, mais- vous avez vu la tête qu'il a fait? Oui, Le cuistot, bah, quand elle met du Fabrice, fromage et tout, il n'était pas content. Non, mais en tout cas, il est vraiment ambassadeur. Il aimerait même qu'il y ait un label, quelque chose qui défende la quiche Lorraine pour que voilà, qu'elle soit pas sans armes comme ça. En tout cas, juste vous dire quand même que les Lorrains, c'est grâce à eux qu'on a la pâte feuilletée, c'est grâce à eux qu'on a le baba au rhum, le bouche à la reine. Bref, on leur doit tout aux Lorrains, donc il faut leur dire merci, c'est tout. Voilà. On leur dit merci, Voilà. je vais vous dire, moi particulièrement. Voilà, je rentre chez moi, je vais distribuer des petits bouts de quiche. Hein. Magnifique. Voilà. Et maintenant, nous Come, baby, come, we show you the world today, today. Come, baby, come, we fall for your nightmares today. Come, baby, come, we love you forever. Comment se passait la distribution des prix en 1950? Quels étaient les jurés célèbres? Et puis surtout, est-ce qu'on a des images? Est-ce qu'on a des preuves? Eh bien oui, grâce à Marine Mamgioglou. Des tonnes. On en a des tonnes. Comment vous avez fait votre sélection alors justement? Bon, comme d'habitude, c'est trop difficile, trop dur. Mais heureusement, Lina, notre cousine, nous aide beaucoup, c'est clair. Mais ce qui est intéressant là, c'est vrai que on a plutôt choisi en fait des images de manière un peu plus générale. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, il faut savoir quand même que les prix littéraires, c'est une tradition française. Oui. C'est une spécificité qui n'existe nulle part ailleurs et ça existe maintenant depuis plus de 100 ans. 1903, Avec le les premier frères, prix Goncourt. Ouais. Ensuite, vous avez eu le prix féminin, juste un an après, constitué essentiellement de femmes, histoire de dire... vous, Déjà, le prix quand même, en Goncourt, vous êtes plus 1904, âgés. Ouais, exactement. Donc, histoire de s'imposer, dire, bon, prix Goncourt, vous êtes un peu misogyne, là, hein, vous êtes sympa. Pour info, d'ailleurs, 40 ans plus tard, la première femme qui est entrée dans le jury du prix Goncourt est arrivée pour la première fois, c'était en 1945, je crois, ou 44. Voilà, donc juste et prix Renaudot, évidemment, 1926. Donc, C'est pour Marguerite vous là qu'on a vu là dans le petit écran, je vous n'ai dites pas pas? eu le temps de regarder. Pas tout de suite. Marguerite Yourcenar, évidemment, 1968, où elle reçoit le prix féminin. Voilà. Les prix littéraires, donc pour vous dire que, en gros, c'était vraiment, c'était un symbole. C'était essentiellement pour montrer la littérature, la nouvelle littérature. C'était une littérature de qualité. Et ensuite, évidemment, il y a eu un intérêt économique très, très important. Encore aujourd'hui, d'ailleurs. Regardez. Signé Furax n'a pas obtenu le prix Goncourt, mais il est assuré de 6 prix. Les 6 prix. Oui, oui, qui sont... Et on peut savoir lesquels? Alors, bien sûr, bien sûr. Il y a le prix de départ, le prix de revient, le prix de gros, le prix de vente, le prix de détail et le prix d'achat. Dites-moi, c'est le titre qui a influencé le roman ou c'est le roman qui a J'ai déterminé le titre? En fait, j'ai pas trouvé le titre, c'est une locution. On dit Paris au mois d'août. Je me suis dit c'est un joli titre. Et c'est là que j'ai trouvé le roman derrière le titre. Il est de bon ton de dire que ce Goncourt-ci vraiment est très mal écrit. Hein. Il est de bon ton de dire ça et je dois dire que j'en ressens un certain plaisir et une certaine joie parce que un Goncourt qui n'est pas attaqué, un Goncourt qui n'est pas discuté, eh ben, je ne sentirais pas que je l'ai. Maintenant, j'ai l'impression vraiment d'avoir fait quelque chose puisqu'on m'attaque. Je suppose que j'aime par-dessus tout le livre A. J'aime bien le livre B. Et je déteste le livre C. À tort ou à raison. Je défends mon livre A, nous avons notre premier vote, et je me rends compte que le livre A n'a aucune chance. Et puis au deuxième et au troisième vote, je me rends compte que le livre C monte, et va peut-être avoir le prix Goncourt. Et je n'aime pas, à tort ou à raison, ce livre. Alors je me rallie au livre B, et je vote dans le fond pour un livre que j'aime bien, mais qui n'était pas le livre que je préférais. Les dames d'abord. Le jury du féminin a fixé son choix sur le roman de Dominique Rollin, Le Souffle, paru aux éditions du Seuil. Assaillie par les photographes, la romancière, entre deux accolades, aurait déclaré « J'en ai le souffle coupé ». Pour la première fois, le prix féminin 1968 a été décerné au premier tour et à l'unanimité à l'ouvrage de Madame Marguerite Yourcenar, L'œuvre au noir. Est-ce que vous avez quelquefois écrit en pensant au public auquel vous vous adressiez? Oui, on pense au public. C'est-à-dire qu'on tâche d'écrire de façon à parvenir jusqu'à ce public. J'ai eu des idées assez arrêtées sur le public en général. J'ai l'impression qu'on le calomnie. L'an dernier, vous avez été le lauréat de ce prix interallié avec le Grand Dadais. Cette année, vous avez eu droit à voter, à faire partie du jury. C'est ça, oui. Dans ce prix, le lauréat de l'année d'avant vote une seule année d'ailleurs, puisque l'année prochaine, ce sera Blondin qui participera au vote. Oh, écoutez, je vous en prie, taisez-vous. Alors je parlerai quand vous vous tairez.
Dans le partage du gâteau, c'est le libraire qui se taille la plus belle part, 30 à 40% du prix de vente du livre. L'éditeur, une fois déduits les frais de diffusion et de fabrication, empoche environ 15%. Quant à l'auteur, il touche 10% du prix de vente, mais peut-il croire, cet auteur, qu'il a enfin réussi à toucher le public? Ce n'est pas le tout d'avoir le prix de Goncourt. Le tout, c'est de se le faire pardonner. Et je vous assure que c'est assez coton. Merci Marie, ça fait toujours du bien de revoir ces images-là, n'est-ce pas? Et quant à nous, nous allons nous retrouver, mais bien entendu, après le journal et la météo. Cassine, dont vous nous rappeliez le vrai nom d'ailleurs. Hein. C'est Anaïque Labornée, je crois. Anaïque Labornée, la Bornaise, hein, ça s'écrit. Oui, à la Bretonne. On est en Bretagne. Alors nous, on va attaquer tout de suite par un livre. Oui, un livre sur un homme très connu, mais dont voici des photos peu connues, et vous n'allez pas forcément le reconnaître parce que c'est des photos d'enfance. Il faut trouver qui c'est, on peut le reconnaître. Alors c'est le petit garçon, hein, à gauche sur la photo de gauche avec sa grande sœur, ou à gauche aussi sur l'autre photo avec sa mère et sa sœur. On est dans les années 49-50, ça vous donne une indication, de même que sa superbe culotte bouffante. Ah non, mais on connaît ce visage, parce qu'on le voit. Il aurait 72 ans aujourd'hui. 72 ans, On va voir une autre photo qui va peut-être plus vous aider, d'autant plus qu'il y a son nom. C'était Michel Colucci. Et oui, vous remarquez, à gauche, c'est une photo de police, hein, parce qu'il était un peu voyou quand il était adolescent. Donc c'est Coluche, évidemment. Livre et exposition à l'occasion des 30 ans de sa disparition. C'est une expo à la mairie de Paris en ce moment. Il y a plein de photos très connues dans cet album Souvenir, mais je vous montre plutôt celles qui ne sont pas connues, c'est plus intéressant. J'avais oublié, par exemple, qu'il avait eu un groupe de musique dans les années 60 qui s'appelait Les Tournesols. Ah oui. Regardez. Alors il y a vraiment toute sa vie, hein, dans ce bel album, 150 pages. Par exemple, ici, quand il commence à faire du théâtre, à gauche, avec le Splendide ou le Café de la Gare, c'est une rue qui n'existe plus d'ailleurs, parce que c'est près de la tour Montparnasse, donc tout a été chamboulé. Il y avait tant de vedettes autour de lui, Miu Miu, Patrick Devers, tout ça, et c'était dans les mêmes troupes. Il a eu une troupe à lui qui s'appelait Le Vrai Chic Parisien. Vous avez vu de l'autre côté, il y avait une affiche dessinée, cette affiche qu'on va revoir, dessinée par Gottlieb, quand même, oui, rien que ça. On le voit. Ouais, génial quand même. C'est très chic d'avoir une affiche dessinée par Gottlieb. Coluche, dont le succès vient peut-être du fait qu'il incarnait les Français moyens. Vous voyez, c'était nos propres défauts. J'adore cette photo. Inspecteur la bavure. Vous voyez cette citation, l'art du comique, c'est donner l'impression qu'on fait n'importe quoi alors qu'on a travaillé des heures sur une mimique ou une phrase. C'est le cas de beaucoup d'artistes talentueux, hein, qui donnent une impression de facilité alors qu'en fait, non, il y a beaucoup de travail derrière. Vous voyez par exemple un journal annoté par Coluche. Quand il ouvre le journal et puis il prend des idées. Dans les petites annonces, quoi. Il prépare ses textes. Donc, expo à la mairie de Paris et superbe livre aux éditions du Cherche Midi. Exposition qui sera couverte d'ailleurs par Henri-Jean Servat dans Télématin, bien entendu. Il a bien raison. Coluche était un gars de la banlieue, il était né à Montrouge. Je passe à cet article du magazine 75 sur la banlieue justement et sur l'importance des concierges, comme on ne dit plus. Vous savez que souvent on supprime la présence humaine, on pense que les caméras, les digicodes vont faire le boulot. Or non, quand une cité est plutôt calme comme ici, cet ensemble de 100 appartements à Saint-Denis, ça tient aussi à la personnalité du gardien qui connaît tout le monde, qui sait qu'il faut engueuler quand il y a des graffitis dans la cage d'escalier, qui sait qu'il faut attraper tel locataire avec lequel il y a des problèmes à telle heure parce que c'est là qu'il sera chez lui. Ça c'est pas quelque chose que les machines peuvent faire. C'est pas non plus un reportage idyllique, hein. Ça parle aussi de la misère, des SDF qui dorment sur les paliers dans ces grands immeubles, des gens qui crachent par terre alors que le gardien vient de passer la serpillière, et puis les trafiquants de drogue, hélas, bien sûr, plongés dans la jungle urbaine dans le magazine 75 et donc dans le monde plus précisément des concierges. Si au contraire vous avez envie de verdure, en ces vacances de Toussaint, il y a de plus en plus de reportages dernièrement sur les régions françaises dans les magazines. Ici, le bimestriel Aller-Retour nous parle de la Franche-Comté, pays de montagne avec le Jura, de belles villes anciennes aussi avec Dole ou Luxeuil-les-Bains. On peut y aller en cure thermale ou en cure gastronomique aussi parce que c'est un pays de fromage évidemment. Le Morbier, le Comté, ça vient de là-bas. Pays d'artisanat aussi, vous savez, les objets en bois, les jouets, les alcools régionaux comme un peu partout. Mais c'est vraiment formidable d'aller dans le Jura ou en Franche-Comté, qui est la région, on ne dit plus maintenant parce que c'est avec la Bourgogne, mais vous savez, il y a la Bourgogne-Franche-Comté, dedans il y a la Franche-Comté et encore dedans il y a le Jura. Ce qui est bien, c'est que les hôtels ne vont pas vous ruiner, hein, 60 € la nuit, c'est très raisonnable. Découvrant la Franche-Comté avec le magazine Aller-Retour. Et je termine avec le Chasseur français, toujours dans nos terroirs. Le journal nous rappelle que c'est la saison de la noisette. Reportage dans le Lot-et-Garonne chez des cultivateurs qui reprennent, parce qu'il y avait de moins en moins de culture de la noisette. On les importait de Turquie. Et puis ça reprend. Ça reprend dans le Lot-et-Garonne en l'occurrence, mais dans tout le sud de la France. Il y a ce terrain local où on fait de plus en plus. Oui, on évite qualité, les déplacements. parce que comme ça on sait quel traitement il y a eu, d'où ça vient, etc. Et puis bien sûr, le Chasseur français vous donne des recettes comme ce délicieux gâteau à la noisette et à l'armagnac. C'est dans le Chasseur français. Merci beaucoup Frédéric. Alors...
Alors la marinade, on la connaît évidemment parce que c'est délicieux. Vous marinez un poulet, vous marinez un poisson. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est également très très bon pour votre santé. Excellent pour la santé. Et c'est vrai que c'est très tendance la marinade. Pourtant, ça date pas d'hier, hein, puisque autrefois la marinade servait à quoi? À conserver la viande et le poisson grâce à un liquide acide. Ça permettait on mettait de la saumure, on mettait du vin, on faisait mariner ces aliments et on pouvait les conserver plusieurs jours. C'est une façon de... Voilà, c'est une sorte de réfrigérateur, même si ça ne limite pas la prolifération de micro-organismes, mais ça c'est une autre histoire. Aujourd'hui, la marinade, c'est tendance, mais ce qu'on sait, c'est que c'est aussi très bon pour la santé. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque vous allez mariner vos aliments, eh bien vous allez limiter la formation de molécules toxiques potentiellement cancérogènes qui se développent lors de la cuisson, par exemple au barbecue. Si vous marinez une viande avant de la mettre sur le barbecue, on sait que le barbecue, la cuisson au barbecue est dangereuse parce qu'elle développe des toxiques qui peuvent être cancérogènes, donc il faut limiter le barbecue. Mais si vous marinez votre viande avant, eh bien vous aurez complètement presque stoppé ce développement de molécules toxiques. Même chose au niveau du foie. Quand vous avez mariné vos aliments, eh bien une fois que vous aurez ingéré ces aliments au niveau du foie, il y aura moins... Du foie, pour le nôtre de foie, moi je pensais le foie, non, foie poêlé. Quand vous ingérez vos aliments, une fois qu'ils sont avalés au niveau du foie, il n'y aura pas de développement de molécules toxiques. Donc c'est très intéressant pour notre santé. Mais comment faut-il la faire? Nous avons demandé conseil à un chef particulièrement bien installé dans le sud de la France, sur le port de Marseille. Je suis chef cuisinier à Marseille sur le port depuis maintenant 4 ans. J'ai la chance de faire évoluer ma cuisine grâce à les produits du terroir parce que je suis très attaché aux produits locaux, à ma région, à ma ville, à ce soleil. Je travaille avec des vieux pêcheurs qui me sélectionnent encore le meilleur poisson et c'est vrai que tout ce qui est diététique, santé, cuisine nouvelle aussi, ça fait partie de mon quotidien. Et dans cette optique-là, c'est vrai que la marinade, ça a beaucoup d'intérêt, notamment de conserver la texture d'un ingrédient ou alors de limiter la montée en température et la coloration d'un aliment. La cuisson au barbecue et plus largement la grillade à haute température des viandes et des poissons favorise la fabrication de composés potentiellement cancérigènes. Parmi les solutions qui existent pour limiter la formation de ces composés, il y a d'abord le fait de cuire à plus basse température et puis il y a les marinades. Car les marinades contiennent de la vitamine C qui réduit l'oxydation et la formation de ces composés dangereux pour la santé. La marinade, il y a plusieurs façons de la préparer, donc par exemple à cru pour relever un poisson tout en conservant sa texture, ou alors une marinade dite instantanée pour préparer à la cuisson. Pour moi, la marinade, c'est quelque chose de très important parce que ça permet de préparer les chairs, de pré-assaisonner, soit de préparer à la cuisson, soit de préparer à la dégustation directement. En ce qui concerne la première marinade, on va utiliser le rouget, c'est un super poisson. On va avoir besoin d'un ferment lactique, donc on va utiliser le yaourt, qui est connu pour son acidité. On va un petit peu le renforcer avec de la poudre de mangue, des zestes d'agrumes. On va bien sûr bien l'assaisonner, que ce soit bien gourmand. On va le travailler avec des petits légumes pour contrebalancer un peu de la sucrosité. Et on va le travailler à cru comme ça, une marinade prête à consommer comme ça, juste pour assaisonner le poisson. Ce qui va être intéressant dans cette marinade, c'est qu'elle ne va pas forcément cuire le poisson, mais elle va bien l'assaisonner et surtout elle va conserver la texture de ce super poisson qui est le rouget, quoi. En ce qui concerne la deuxième marinade, on va utiliser du filet de bœuf. On va l'agrémenter de soja, de cébette et de noix de cajou. Donc on va réaliser d'abord un peu comme une petite vinaigrette instantanée, vous voyez, qu'on va bien badigeonner sur la viande, on va bien l'étaler comme ça. On va laisser agir le côté salin du soja pour commencer à cuire un petit peu en surface la viande, que ça assaisonne, que ça arrive au cœur de la viande. On va simplement poser cette viande dans un sautoir, aller-retour. Grâce à cette marinade, on va se rendre compte que le côté salin du soja a pu ralentir la cuisson et limiter la montée en température de la viande. Des infos complémentaires, parce que moi je me suis aperçu que je faisais très très mal la marinade. Il ne faut pas la faire dans l'aluminium et il ne faut pas la laisser dehors. Non, il ne faut pas la laisser dehors. Ce n'est pas parce que votre viande macère dans un produit acide que vous allez limiter la prolifération, le développement de pathogènes. Donc il faut absolument la mettre au réfrigérateur. Vous préparez votre marinade, vous mettez tout dans le réfrigérateur et après vous laissez ça pendant 6 heures.
et ça attaque le collagène, elle est toute tendre, elle est délicieuse. Magnifique. Alors, sur Internet, vous avez peut-être une initiative britannique pour soutenir la population syrienne. Et ça, c'est Olivia qui va nous en parler. Oui, c'est une nouvelle tendance de récolter des fonds via la gastronomie. Ça s'était passé déjà cet été en Italie au moment du séisme. Eh bien là, il s'agit de soutenir les enfants qui sont les premières victimes du conflit syrien. L'initiative s'appelle Cook for Syria. Elle va être lancée à la fin du mois et elle durera tout le long du mois de novembre dans les restaurants britanniques et sur Internet. Le principe est simple. Plusieurs chefs, parmi eux Jamie Oliver, pour ne citer que lui, vont proposer dans leur restaurant des plats inspirés de la cuisine syrienne. Il y aura aussi des réfugiés qui sur Internet proposeront leurs recettes et la petite histoire qui va avec. Ça donne encore une dimension supplémentaire. Le but, c'est que ce hashtag Cook for Syria, eh bien, plein de gens l'utilisent et qu'ils génèrent des dons. Ces dons, ils sont réservés à l'UNICEF, qui les reversera aux enfants. La gastronomie, elle rassemble en règle générale. Et bien là, elle va rassembler autour d'une cause. C'est encore une nouvelle dimension. On ne sait plus quoi faire pour ce conflit syrien. Et ben là, c'est une manière de ne pas oublier, en mangeant ces plats, en célébrant cette culture, cette gastronomie. Après ça, il y aura un site internet qui rassemblera toutes les recettes. Donc on y aura tous accès. Eh bien, ça tombe bien, puisqu'on va rester dans la gastronomie avec Christelle Balestrero. Attention, c'est une gastronomie qui est très très bonne pour votre santé. Elle a les cheveux bleus sur son animation. En fait, regardez là, c'est très très beau brun. Hein. Alors, on va parler d'une crème que vous connaissez sûrement. Si vous avez la peau, en ce moment, attention, à température qui devient, donc les peaux se sèchent, les peaux deviennent raides. Heureusement, il y a un type de crème qui s'appelle la cold cream. On pourrait traduire par crème froide, mais non, voilà, oui, on peut ça. Traduire comme ça. C'est devenu presque un mot générique pour qualifier le principe d'une crème riche. Il y a un autre nom qui est devenu générique, qui est une marque, voilà, qui est devenue aussi une crème très très accessible. Eh bien, à part une crème qui porte un nom commercial qui est devenu très connu, vous savez, le pot bleu, là, voilà. Ah oui. Eh bien, tout le monde essaie de faire genre non, on ne sait pas, pour éviter de citer la marque. Commençant par un N et finissant par un A, eh bien, vous avez cette cold cream qui, elle, représente une référence véritablement en matière de nourrissage. Je vais oser, malgré Olivia de Lamberterie, ce mot, pour nourrir la peau et l'épiderme. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à renourrir le film hydrolipidique, le gras. Nous sommes composés en surface, désolé de vous le dire, d'eau et de gras. Et c'est cet équilibre qui crée un bouclier. Et quand ce bouclier... Ça dépend qu'il y en a qui a plus de gras que d'autres. Non, pour la peau et qu'elle soit jolie comme votre joli teint de bébé aujourd'hui, n'est-ce pas, cher? Il faut un film hydrolipidique équilibré. Et pour ça, il faut une peau nourrie de bonne crème. Et cette histoire de cold cream, depuis même l'Antiquité grecque, nourrit la peau correctement. Regardez, c'est une histoire marrante, regardez. C'est une composition qui a été mise au point par Claude Gallien dans l'Antiquité, au IIe siècle de notre ère. Et cette composition contenait de l'huile d'olive, de la cire d'abeille, de l'eau ou des essences d'eau florale. Mélangeant tout ça, il a obtenu quelque chose de crémeux qui sortait donc du lot par rapport à toutes les huiles. Cette composition, elle avait des vertus thérapeutiques, notamment au niveau de la cicatrisation des blessures. Et qui, quand on l'appliquait sur la peau, pouvait donner aussi un effet froid. Et c'est de là peut-être que l'appellation pourrait provenir. Au final, la cold cream qu'on utilise de nos jours reste fidèle à la cold cream de l'Antiquité puisqu'il y a les ingrédients incontournables. Notre laboratoire est parti de ça pour créer une formule plus cosmétique tout en restant aussi efficace. Le fait qu'il y ait de l'huile dedans, tout ce qui est corps gras, lipidique, permet aussi d'éviter une évaporation de l'eau de la peau. Le cold cream va former un film protecteur à la surface de la peau et en même temps, il va hydrater. Votre cold cream, il aura non seulement une action au niveau du côté nourrissant de la peau, mais aussi au niveau de l'hydratation. L'intérêt, c'est pas forcément que de traiter quand il y a un dessèchement, mais aussi d'anticiper un éventuel dessèchement en appliquant régulièrement la cold cream.
Moi, ce que je conseille, c'est de la mettre en prévention le soir, avant de se coucher. Vous la mettez, parce que c'est quand même assez présent sur la peau. Le matin, vous avez une peau de bébé et vous êtes préparé à affronter le froid. Donc, c'est plus du préventif. Mais après, ça peut être aussi appliqué sur certains endroits qui sont très desséchés pour pouvoir réparer aussi les effets du froid. Finalement, Colcreme, ça porte bien son nom. Et de là, on pourrait dire Colcreme, crème pour le froid. Pour le froid, donc ça peut sous-entendre quand il y a un problème, quand c'est desquamé, quand ça tiraille, quand c'est desséché, on a recours à cette crème. C'est vrai, mais pourquoi je voulais faire ce reportage aujourd'hui? C'est parce que les frimas arrivent, le froid s'intensifie et que c'est franchement, s'il vous plaît, maintenant qu'il faut hydrater sa peau pour créer ce bouclier, garantir cet équilibre en surface de la peau et ne pas tomber ensuite dans la spirale de la peau qui tiraille. Vous faites ça comme ça veut dire les mains, mais c'est aussi le visage. Je fais ça comme ça parce que j'en ai mis, parce que voilà, la Colcreme, on la trouve beaucoup dans la crème pour les mains. Ouais. Et puis bien sûr, il y a des déclinaisons faites notamment par un très joli laboratoire français, voilà, à base d'eau thermale, etc. Mais c'est vrai que c'est devenu presque aussi un ingrédient dans des tas de marques. Magnifique. Alors. Manana, mani, manana, elle a des mani, manana, mani, manana, elle a des mani, manana. Donc Laurence était bleu, vous avez les cheveux jaunes, et la personne qu'on a entendu chanter, à votre avis, qui c'était? Ah, difficile. Les manies de Manana. 88, c'était un bide, il en a vendu 10, je crois. Ouais, Patrick Timsit, voilà. Et ça tombe bien, puisque justement, aujourd'hui, le portrait de Damien Thévenot est consacré à Patrick Timsit, qui a tout fait. Il a fait la chanson, il a fait du théâtre, il a écrit, il a fait des one-man, etc. Et donc là, c'est son dernier spectacle, il faut se dépêcher, et il s'intitule « On ne peut pas rire de tout ». Oui, alors regardez l'affiche de ce spectacle, Thomas, parce qu'en fait, évidemment, on ne peut pas rire de tout, mais par un subterfuge. Regardez, c'est en petit le nœud et le pas, c'est en noir, vous voyez. On ne peut pas, mais en fait, vous allez voir que ce rusé de Patrick Timsit rit de tout. Alors, ce sont les ultimes, c'est-à-dire qu'il y a eu une tournée, il y a eu d'abord eu Paris, au Rond-Point, puis Gaîté-Montparnasse, puis on tournait dans toute la France, et là, ce sont les ultimes. Si vous ne l'avez pas vu, si les extraits que vous allez voir vous font rire, allez-y. Il va être à Pleyel les 25 et 26 novembre. C'est le premier humoriste qui va faire Pleyel depuis la réfection de la salle. C'est magnifique, Pleyel. Donc, on s'attend plutôt à de l'orchestre classique. Eh bien, Patrick Timsit sera à Pleyel 25 et 26. Alors, c'est comment ? C'est caustique, c'est irrévérencieux, c'est totalement politiquement incorrect. Et c'est vrai qu'on dit souvent, oui, à l'époque de Coluche, Thierry Leluron, il pouvait tout dire, maintenant on ne peut plus. Oui. Vous allez voir que Patrick Timsit, il peut. Il a de très très bons auteurs, c'est toujours Gassio et puis Alain. Les anciens. C'est ça, c'est Bruno Gassio et Jean-François Alain les anciens qui des bossaient pour les Guignols. Ouais. Voilà. Donc ces trois hurluberlus, ces trois talentueux bonshommes ont écrit ce spectacle. Donc alors évidemment, c'est pour rire. Quand on connaît Patrick Timsit dans la vie, c'est un amour de mec. Oui. Sur scène, il endosse des rôles de macho, d'antisémite, de raciste, mais c'est pour de faux, c'est pour rire. Voilà, je préviens, j'ai bien mis les formes. 14e degré, s'il vous plaît, ne nous envoyez pas de mail, c'est pour rire. C'est parti, regardez. On ne peut pas rire de tout, très bien, mais peut-on rire des Roms? La réponse est oui, parce qu'ils ne peuvent pas t'attaquer en justice. Pour porter plainte, il faut rentrer dans un commissariat, hein. Et encore, rentrer, ils peuvent. C'est ça. Bah, je la finis pas, alors. Okay. Monsieur Timsit, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que j'ai ri à votre spectacle. Et je me disais dans la salle, qu'est-ce que ça doit être jouissif pour l'artiste sur scène de faire rire avec ce qui fait mal, avec ce qui pique, avec ce qui titille. Alors, comme c'est pas une volonté de faire mal, justement, c'est d'autant plus jouissif. Le pape François, mais il a pris tous les autres papes à contre-pied. La pédophilie, il est contre. Vous partez du postulat qu'on ne peut pas rire de tout, et donc vous faites une liste. Mais au final, vous êtes un rusé, Patrick, parce que vous parlez de tout. Oui, c'est le prétexte, évidemment, pour aborder tous les sujets. Évidemment que, une fois que j'ai abordé le sujet, j'y vais à fond et je dis, bon, vous voyez, on ne peut pas en rire, très bien, donc on note qu'on ne peut pas rire de ça. Et en fait, il a évidemment été évoqué, exploité même, je dirais. Les handicapés, à force de les aider, les assister comme on le fait, est-ce que c'est pas une façon de les encourager à ne pas guérir? Ce que je trouve drôle, ce sont ces vagues de rire avec des hauts qui précèdent le rire.
Hein, c'est oh et le rire. Donc ça, c'est génial. Moi, j'adore parce qu'il y a un côté un peu culpabilisant à rire parce que vous allez loin quand même. Vous tapez fort. Oui. Vous êtes d'accord? Oui, c'est vrai. C'est la signature. C'est vraiment la couleur du spectacle. D'ailleurs, le haut, s'il n'est pas fini d'un rire, ça n'existe plus le lendemain. Trisomique, c'est quand même un petit peu une vie de rêve, non? Et tu vis chez tes parents jusqu'à 50 ans? Tu travailles pas, tu t'habilles comme tu veux en survêt toute la journée. Tu peux lécher les boutons de l'ascenseur, personne te dit rien. Mais vous confirmez que dans vos spectacles, il y a des handicapés qui viennent vous voir et qui vous disent à la fin « merci de rire aussi sur nous ». Mais évidemment. Parce que c'est ça le problème, ils vous disent « on a envie d'être comme les autres, nous ». Donc, Quand je dis peut-on rire des handicapés, quand j'ai un nom, je dis qu'est-ce qu'on en fait en regardant les handicapés qui sont dans la salle. Et ce sont mes complices, c'est les premiers à dire mais ça va pas. Si vous voulez faire une expo, par exemple Picasso Mania, là, au Grand Palais, c'est 2 heures d'attente. Le handicapé, il arrive, hop, il passe devant tout le monde. En 50 minutes, il a le temps de voir l'expo, faire des courses, manger une glace, tout ça sans se fatiguer. Tant qu'il y a de la batterie, il y a de la vie. pendant 2 heures, donc vous flinguez un peu tout le monde sur scène, vous avez de l'autodérision, Patrick? Non. Ah, parce que j'aurais voulu finir par la chanson qui me met de bonne humeur, moi, quand je l'entends, Mani Manana. Ah oui, carrément. Ah ouais. À Télématin, on adore. Ah bon, bah tant mieux. Dans le spectacle, je dis « peut-on rire de moi ?» Je dis « non, de quoi vous allez rire ?» Ah ben là, on a un document, là. Vous allez dire que je suis petit, que je suis gros, que je perds mes cheveux. Non, vous étiez bien habillé, Patrick. Ah ouais. À l'époque, c'était la mode. Je sais. J'étais dans le coup. Elle s'est pressée, elle a s'écroulé, on va s'amuser. Et là, elle m'a embrassé, elle a bu son thé, jamais de café. Merci Patrick, merci et bravo, beaucoup. Playel, Merci. et encore quelques dates jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Merci à toi, bravo. Merci. Alors je rassure Patrick, même en 88, la chemise peau de vache avec la cravate à pois, c'était pas la On lui a mode. menti, Patrick, on t'a menti en 88, tu t'es fait avoir. Bon, autodérision évidemment, vous avez vu, c'est pour rire. Donc 25 et 26 novembre à Playel à Paris, et quelques dates aussi, vous avez vu 14 décembre à Lille, les dernières irrévocables, ce seront pour nos amis belges, le 15 décembre à Bruxelles, et puis Marseille le 10 novembre, je disais, parce que il a 2-3 vannes sur les Marseillais blindez-vous, parce qu'il m'a dit qu'il les garderait évidemment à Marseille. Mais voilà, c'est ça. Est-ce qu'il aura le courage de continuer courageux, quand il sera à Marseille? On verra. Si, promis. Merci beaucoup, Damien. Nous allons maintenant passer à l'actualité de la littérature avec qui? Avec Olivia de Lamberterie. Alors on dit parfois que les journalistes sont des écrivains qui s'ignorent, mais ça peut être aussi parfois le contraire. Et on va vous le démontrer aujourd'hui avec 2 très très grands ouvrages. Alors d'abord on va commencer par Françoise Sagan et ensuite on vous parlera de Tom Wolfe. Oui, parce que Françoise Sagan a été l'écrivain qu'on connaît, mais elle a aussi beaucoup écrit pour la presse. Et je trouve que c'est une très bonne idée de Denis Westhoff, son fils, qui depuis la mort de sa mère fait vivre très très bien l'héritage intellectuel, littéraire, d'avoir pour la première fois rassemblé toutes les chroniques de sa mère de 1954 à 2003. C'est au livre de poche. Ah non, et regardez comme c'est joli, couverture cartonnée et à l'ancienne, avec la tranche de couleur, comme ça ne se fait plus. Et la vraie reliure comme on aime bien. Et voilà, très joli objet et surtout, alors là, un délice de la première à la dernière ligne. C'est d'abord, c'est Hélène Lazareff, qui est la patronne de Elle, qui la première a l'idée de se servir de Françoise Sagan comme journaliste. Alors elle l'envoie en Italie, à Capri, à Venise, à Naples et puis à New York, d'où les premiers reportages de Sagan qui s'appellent « Bonjour Capri, bonjour New York, bonjour Venise », comme si c'était sa marque de fabrique. Oui, parce qu'il faut dire qu'elle avait fait Bonjour Tristesse. Voilà. Exactement, en 1954, succès énormissime. Les chroniques sont vraiment ravissantes. Et ce qui est génial avec Sagan, c'est que dès ses 18 ans, elle est déjà tout Sagan, elle est déjà drôle, elle est déjà philosophe, elle est déjà spirituelle. Après les années elle, il y a les années Express, avec beaucoup de critiques de cinéma, parfois vraiment formidables et à rebours de l'époque. Elle se moque de Moderato Cantabile, de Duras, en disant que c'est d'un ennui fou, alors que tout le monde dit créogénie.
Et après, il y a des portraits. Alors là, il y a 2 portraits inouïs. Il y a une rencontre avec Jeanne Moreau qui est faite pour Vogue, qui s'appelle Jeanne Moreau ou Comment louper une interview. Bien avant le papier d'Emmanuel Carrère, vous savez, il a écrit un papier assez célèbre qui s'appelle Comment rater une interview de Catherine Deneuve. Alors, il faut dire que l'interview, d'abord, c'est un dîner avec 2 garçons exquis, dit-elle, et beaucoup de vodka dans un restaurant russe. Donc là, il n'en sort rien. Le lendemain, elle revoit Jeanne Moreau. Et elle a prévu de lui poser 3 questions, les 3 questions qui sont à la mode à cette époque-là. Donc la première, c'est que pensez-vous des relations entre les hommes et les femmes? Et évidemment, Sagan, au moment de poser cette question, ne la pose pas. Elle se dit, cette question est trop imbécile, et elle ne la pose pas, et elle imagine la réponse que ferait Jeanne Moreau, qui lui dit, parfois, ma petite dame, on tombe bien, parfois on tombe mal. La deuxième, votre métier de comédienne est-il compatible avec votre devoir de mère et d'épouse? Là, pareil, elle se dit, je ne peux pas poser une question pareille. Alors, elle imagine les réponses de Jeanne Moreau. C'est très, très drôle. Elle dit non, elle ne sait pas acheter un sèche-linge. C'est vraiment très drôle. Et la dernière, est-ce que, pour votre métier, est-ce que vous seriez prête à abandonner votre métier pour l'amour d'un homme? Et là, elle imagine encore la réponse de Jeanne Moreau qui lui dit, je n'ai jamais été assez amoureuse et je n'ai jamais rencontré un homme assez niais qui m'aurait demandé de renoncer à mon gagne-pain. C'est hilarant, mais vraiment hilarant, à pleurer de rire. Et il y en a un autre qui est un chef-d'œuvre, qui est une sorte de chronique sur les sondés. Elle imagine un monsieur qui viendrait dans un couple pour faire un sondage. Parce qu'elle dit, mais en fait, je ne connais personne qui ait jamais été sondé. Il doit y avoir des gens dont c'est la profession. Et elle imagine un monsieur qui débarque et au monsieur, il dit, que pensez-vous de l'élection au suffrage universel du Parlement européen? Et là, monsieur ne sait pas quoi dire. Et à la dame, elle lui dit, est-ce que vous pensez que vous devriez prendre l'initiative dans les rapports sexuels avec votre compagnon? C'est à hurler de rire, c'est au livre de poche. Et vraiment, écoutez, je ne peux pas vous dire, il n'y a rien de plus drôle, de plus spirituel et de plus intelligent. Poche, le prix, je suppose, 8,90 €, ça ne coûte rien. Tom Wolfe, autre journaliste écrivain, où est votre stylo? Tom Wolfe, on le connaît comme écrivain, le bûcher des vanités, et pour ses costumes, 32 costumes de flanelle blanche coupés sur mesure. Un des titres, on peut dire, les plus extraordinaires de l'histoire de la littérature, le bûcher des vanités, déjà tout était écrit. Et on le connaît aussi comme le pape du nouveau journalisme. Ouais. Mais moi, ça fait des années que je dis le pape du nouveau journalisme, mais que je n'ai jamais lu les chroniques de Tom Wolfe. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a une préface de Labro, Philippe Labro, qui explique vraiment en quoi ce nouveau journalisme, qui est né à la fin des années 50, au début des années 60, a consisté. Il dit que la méthode Tom Wolfe, c'était d'abord s'immerger dans un endroit, alors aussi bien un couloir pénitentiaire qu'une faculté, et s'immerger pendant des mois, ce qui ne se faisait pas du tout avant. La deuxième règle, elle consistait à raconter ce qu'on avait entendu avec les mots de ceux qui les avaient prononcés. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une espèce de langage assez lisse et on racontait de la même façon les prisons ou la fac. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de littérature, il y avait vraiment le factuel, quoi. Exactement. Là, il le raconte à la manière d'un romancier. Et la troisième règle, elle consistait à remplacer l'objectivité, qui est d'ailleurs toujours fausse, on le sait en tant que journaliste, par une espèce de subjectivité ironique qui fait vraiment tout le sel de l'œuvre de Tom Wolfe. Donc on découvre dans ces chroniques toute l'histoire de l'Amérique des années 60 est racontée vraiment par un grand écrivain. C'est vraiment l'Amérique comme on ne l'a jamais lue. Et là aussi, il y a quelques sommets du genre. Il raconte les inconnus, mais aussi les connus. Et il y a une chronique sur Cary Grant qui est absolument inouïe. Aussi sur Nathalie Wood, très très bien. C'est chez Robert Laffont et c'est vraiment formidable. Merci. Alors là, on a deux... On dit souvent qu'il y a un fossé entre d'un côté les étudiants qui étudient la théorie et de l'autre les étudiants qui font la pratique. Et bien vous allez voir, avec l'école d'aujourd'hui, le terrain pratique ne peut pas être plus près du terrain d'études. Ah non, plus ça devient impossible puisqu'on parle d'un lycée effectivement qui est tout simplement installé dans une zone industrielle. Le lycée dont on parle, c'est un lycée professionnel. Et le site industriel dont on parle, c'est l'usine Airbus à Toulouse. Et donc, évidemment, la conclusion, c'est très simple. L'addition, ça nous donne le lycée Airbus. Et ils travaillent tous ensemble. C'est-à-dire que vous avez effectivement les ouvriers de l'usine qui fabriquent réellement des pièces d'avion qui vont travailler à un niveau de l'endroit, du lieu, et puis un autre niveau, au premier étage, au deuxième étage. Là, vous avez des lycéens qui travaillent en bleu travail quand même, puisqu'attention, c'est très sérieux. Nous sommes dans un établissement. Ça porte un nom très spécial. C'est un des seuls lycées professionnels privés d'entreprise.
Voilà, c'est un nom. Et je crois qu'il n'y en a plus que 3 ou 4 sur toute la France. Et c'est évidemment Airbus qui cofinance ce lycée. Alors, un petit peu, et disons qu'ils fournissent les matériaux. Parce que vous allez voir dans le reportage, forcément, quand on se prépare à ce type de formation, donc à l'aéronautique, ce lycée forme à 4 formations des métiers de l'aéronautique. Il faut travailler sur des bouts d'avion. Là, forcément, c'est Airbus. Donc, ils ne peuvent pas avoir meilleurs outils, meilleurs matériaux d'ailleurs pour s'exercer que ceux sur lesquels ils sont, donc les matériaux des avions eux-mêmes. Alors, je vous propose de voir comment est-ce que ces élèves vivent cette professionnalisation finalement si jeune. Vous allez voir qu'ils rigolent pas. C'est pas comme dans les lycées classiques où on se chahute à la cour de récré. Non. Ça file droit. Ah, ça file droit. C'est mieux pour un avion. Le lycée Airbus a plusieurs particularités. Nous sommes à l'intérieur de l'entreprise Airbus et donc nous sommes adossés à l'entreprise. La seconde, c'est que nous transposons dans notre lycée des valeurs qui sont des valeurs de l'entreprise qui guident la scolarité des élèves. Il y a plusieurs sources de motivation pour les élèves du lycée Airbus. Très souvent, la première motivation, c'est l'envie de travailler, l'envie de rentrer rapidement sur le marché de l'emploi dans un domaine aéronautique ou spatial qui est un domaine porteur aujourd'hui en termes d'emploi. Pour aller de là à là, il y a l'équivalent d'1 centimètre. Tu vas dénuder ton fil de 1,5 cm. Tu vas l'étamer et tu vas le rentrer dans les 2 bornes. D'accord ? Et après, tu soudes bien, sans laisser de trous. Seconde motivation, le domaine en lui-même. Nos élèves sont pour beaucoup d'entre eux passionnés par les avions, passionnés aussi par la mécanique, par l'électricité ou par la chaudronnerie et l'usinage. L'outil, on le règle quand il est en dehors de la pièce. Obligatoirement. Oui. Tu usines en poussant. Oui. Là, tu vois au visuel, tu prends 1 millimètre. Et là, donc on maintenant... était à -5, on va à -6. Le lycée Airbus forme au bac pro, donc en 3 ans. Premier temps, l'année de seconde et de première qui est en rythme scolaire. Deuxième temps, la terminale qui se déroule en apprentissage. Les élèves sont soit en entreprise la moitié du temps, soit au lycée l'autre partie du temps. Ce qu'il te faut, c'est limer ce côté pour rattraper la perpendicularité et tout en gardant quand même ta côte dans la tolérance. Parmi les élèves qui postulent au lycée Airbus, on voit une évolution et on a de plus en plus de filles. On est à peu près à 12 ou 14% de filles qui postulent. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour qu'elles se disent que oui, l'aéronautique, c'est aussi un métier pour les filles. 90,1, donc c'est conforme, tu es dans la tolérance. Donc maintenant, tu vas limer cette partie-là. Ça marche ? Ouais. Allez, très bien. L'avantage et le bénéfice effectivement d'être au lycée Airbus, c'est d'avoir du matériel qui est directement issu de l'usine. On retrouve un morceau d'un tronçon d'A320 dans lequel ils peuvent faire de l'aménagement cabine par exemple ou de la pose de plancher. Nickel. Et donc là, tu vérifies que tout soit bien aligné. N'hésite pas, tu mets les doigts pour toucher, pour voir si rien ne bouge. Alors, sentiment, c'est bon. C'est bon. Voilà, impeccable. Chaque année, à peu près, nous recrutons une centaine d'élèves, donc au total, sur la seconde, la première et la terminale, un petit peu moins de 300 élèves. Une petite partie d'entre eux peuvent continuer, parfois en BTS aéronautique, s'ils le souhaitent. Alors attention, c'est pas une garantie, c'est pas parce que vous rentrez dans le lycée qu'ensuite vous serez forcément embauché dans l'entreprise. Alors effectivement, il y a un petit tri supplémentaire qui s'effectue à la sortie. Maintenant, c'est un lycée qui essaye de garder une certaine réputation. Je vous rappelle qu'il a été créé en 1949, donc et que depuis, la réputation est intacte, ne bouge pas, et c'est aussi pour ça. Merci Anissa. Maintenant... Alors, bah oui, en rouge et noir forcément. Parce que à Stendhal, il y avait qu'à voir. Alors, vous avez eu Dumas, vous avez eu Victor Hugo, vous avez eu Dickens, et vous avez maintenant Stendhal avec un opéra rock
qui s'appelle En rouge et noir. Non, pas du tout, qui s'appelle Le rouge et le noir. Le rouge et le noir. C'est vrai que les grands Il est auteurs... comment cet opéra rock? Eh ben, écoutez, franchement, il n'y a pas moins de 14 comédies musicales en cette rentrée. Donc, il faut vraiment avoir un très bon tamis pour pouvoir reconnaître le bon grain de livret, trier le bon grain de livret. Là, franchement, c'est original. On n'est pas dans une comédie musicale comme celle dont on a pu vous parler jusqu'à présent. Il y en avait de très très bonnes. Là, on est vraiment dans un opéra rock. Ils ont pris le parti, les producteurs de cette adaptation, donc du roman de Stendhal, ont pris le parti de vraiment faire ça sous une forme de concert rock. Il y a un orchestre que l'on voit jouer à vue, qui n'est pas en costume, qui joue vraiment avec des arrangements d'aujourd'hui. Il y a des chanteurs qui sont absolument fabuleux et il y a 2 paroliers qui sont absolument géants. Ces 2 paroliers sont Zazie et Vincent Baguian. Bon, Zazie, on la présente plus. Zazie, voilà, non seulement elle a la carrière qu'elle a, elle, en tant qu'interprète, et puis on oublie de dire trop souvent qu'elle a prêté sa plume avec talent à Johnny Hallyday, Allumer le feu, c'était elle. Double jeu. Je savais pas. Oui, elle a vraiment écrit pour tout ce qui compte de grandes variétés Mais là, quand vous françaises. dites écrit, ça veut dire qu'il respecte exactement le roman, les 2 parties. C'est une adaptation. D'abord la vie de Julien Sorel en province quand il veut devenir séminariste, et ensuite l'ambitieux qui arrive, toute l'ambiguïté À de moi, tous Paris. ces personnages, voilà, À nous. tout ça. Et le deuxième auteur s'appelle Vincent Baguian. Vincent Baguian, pour les amoureux de la chanson française et les amoureux de la bonne comédie musicale, eh ben ils le connaissent. C'est lui qui a écrit pour 1789, c'est lui qui a écrit pour Mozart. C'est vraiment quelqu'un qui, après avoir fait de la pub, un métier que vous connaissez bien, c'est vraiment mis à la comédie musicale avec beaucoup de talent. Et ça, et ce n'est pas une blague. Parmi les 2 compositeurs, il y en a un qui s'appelle Sorel. Ça ne s'invente pas. Julien Sorel, voilà. Regardez, c'est au Palace en ce moment. C'est vraiment un chouette spectacle. Regardez. Le rouge et le noir, c'est une professeure de français qui déjà m'enquiquine quand je suis en première, parce qu'elle commence par nous dire l'essentiel, c'est-à-dire que ça fait plus de 500 pages. Donc, grosse défaite pour une adolescente, n'est-ce pas? Hop. Comme toi, je serai l'aigle et elle sera ma proie. Voici le temps de commencer l'histoire, pénétrer maintenant dans le rouge et le noir. Ce qui m'a donné envie d'adapter l'œuvre de Stendhal, c'est que j'ai trouvé énormément de points communs entre l'histoire que Stendhal a racontée à l'époque et aujourd'hui. Qu'est-ce qui rend cette histoire si d'actualité? Tellement de choses. Je pense que la colère, voilà. Une jeunesse en colère, une jeunesse qui veut changer de classe sociale, une jeunesse qui a affaire à un monde très classifié, très codé, où il est difficile de sortir de sa classe sociale quand on n'a pas de sous, qu'on n'a pas de nom. Écrire avec Zazie, c'est d'une facilité extrême parce qu'on se connaît très très bien depuis très longtemps. Donc on n'a aucune pudeur. Il n'y a pas de lutte d'ego, de mésestime de l'un et de l'autre. C'était bien d'être un homme et une femme. D'être un peu rouge et un peu noir, un peu noir, un peu rouge. D'être 2 en fait, d'être dans cette dualité pour écrire. C'est très jovial en fait. On dit jouer de la musique, on dit partager de la musique. Il faut jouer, c'est un jeu. J'ai été trompée, Julien, manipulée. Pardon, Julien, pardonne-moi. Tu me pardonnes? Alors je veux mourir demain. Tu me détestes donc. Je t'aime plus que tout au monde, Louise. Plus que ma vie. Le rouge et le noir, on ne parle plus de comédie musicale, mais on parle d'opéra rock. C'est quoi la différence? On n'est pas dans un dialogue et puis on passe à une chanson sans s'en apercevoir. On passe du théâtre au concert. Je laisse, hélas, les nuits qui blessent, hélas, la vie que je donne, soudain m'abandonne. C'est vrai que le pont était intéressant entre Stendhal et son romantisme et le côté plus Julien Sorel moderne qui serait plutôt le rock. Dans le noir, je vois, quand la peur est vive, quand les roues me suivent, dans le noir. On a longtemps dit que le public français était assez réfractaire aux comédies musicales. Alors c'est vrai que c'est une idée reçue. Moi, je pense que c'est juste une question d'éducation et de culture. Je pense qu'on peut commencer à sortir un peu du carcan et à trouver aussi un mode qui soit une comédie musicale française. C'est-à-dire quelque chose qui est peut-être avec un moins gros budget, mais qui propose quelque chose d'un peu révolutionnaire, c'est notre côté français, et qui sort un peu de l'exemplarité de l'Angleterre ou des États-Unis.
Oui, effectivement, le décor est aussi en rouge et noir, valait mieux quand même, vu le thème. Le chanteur Côme, exceptionnel. Il y a quelque chose de Julien Clerc en mai 68 lorsqu'il est arrivé. Il a le look en tout cas. Et qu'on a comparé à l'époque à Julien Sorel. Donc là, il y a une grande filiation. Jusqu'au 31 décembre au Palace. Franchement, c'est un spectacle original. Allez le voir. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Mais de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode. À l'occasion de la 20e édition de Paris Photo qui se tiendra du 10 au 13 novembre, soyons précis, prochain, eh bien figurez-vous que certaines grandes maisons se mettent à faire des ventes aux enchères thématiques. Exactement. Et parmi toutes ces maisons de vente, William, il y a la maison de vente. Oh mince. Oh, c'est beau. J'adore. Oh là là. Tu vas te faire taper dessus, toi. C'est bien. Il en rêvait, elle l'a fait. Magnifique. C'est drôle, non? Oui. D'ailleurs, je le prends très bien. Écoutez, il manque tellement que voilà, j'en rêve la nuit. Et donc voilà, parmi ces grandes maisons, il y en a qui se... Il y en a une qui se démarque toujours un peu des autres, c'est la maison de vente Milon. Alors dans le domaine de la photo, elle se démarque parce qu'elle présente toujours des collections, des fonds photographiques qui, historiquement parlant, sont toujours très intéressantes. Et cette fois-ci, la maison Milon met à l'honneur la photographie de mode, Thomas. Alors à travers On est dans quelles années à peu près? Eh bien, alors... En fait, ce fonds photographique, c'est le fonds photographique de la famille Séberger. Les Séberger, vous ne les connaissez sans doute pas, mais ce sont pourtant eux qui, au XXe siècle, ont photographié toute la mode française des années 1909 aux années 1970. Donc, si vous voulez, la collection qui est mise aux enchères aujourd'hui, elle est incroyable. Ça, c'est les frères Séberger, première génération des frères Séberger. Non, ce sont Séberger. Exactement. Voilà. Il y a plus de 4000 photos, Thomas, qui seront vendues prochainement. Et en fait, ce sont vraiment à la fois des documents d'archives parce qu'ils racontent toute l'histoire de la mode française, bien sûr, mais en plus, on voit les tout débuts de la photographie de mode au tout début du siècle dernier. Et puis, ce sont aussi de merveilleuses photographies d'art. Donc, vous allez voir, nous avons rencontré l'expert Christophe Goéry, l'expert de la maison de vente, qui nous raconte tout cela. Avant 1914, la mode se situe sur quelques endroits très précis. On est dans les champs de course. Auteuil, Bagatelle, Longchamp, c'est principalement le bois de Boulogne, ce sont principalement les endroits où les femmes se montrent leur tenue. Ce sont des instantanés, c'est-à-dire on est sur des photos prises sur le vif. Les personnes photographiées ne sont pas professionnelles, donc il faut les mettre en scène très rapidement. Les Séberger savent prendre la lumière, avoir le bon côté de la robe. Ils savent aussi avoir beaucoup d'humour. Par exemple, ils vont prendre des photographes qui sont devant une femme qui porte un chapeau gigantesque. Ou alors, ils vont prendre une femme avec des appareils photo à leurs pieds. Ou alors, ils vont prendre un sourire, ce qui est, pour l'époque, quelque chose d'extraordinaire. Ensuite arrive la mode après la Première Guerre mondiale. Donc, on est en 19. La mode devient officielle, c'est-à-dire qu'il y a des journaux qui vont publier et qui demandent à Séberger de couvrir tous les grands lieux où sont réunis toute la mode et tous les people de l'époque. On va à Biarritz, on va à Deauville, on va à Cannes, on va à Saint-Moritz. On a envie de liberté, on a envie d'insouciance, on a envie de légèreté. Et c'est l'explosion de toutes ces maisons de mode qui vont en fait faire des choses un peu extravagantes qu'on va retrouver à travers ces photos. Et vient la période des 30 Glorieuses. On est après 1945 et là, tout est différent. On a envie de tas de choses, de modernité, de progrès. Et la photographie de mode, à ce moment-là, change totalement. Les Séberger vont mettre en scène la couture en extérieur avec des scènes humanistes. C'est-à-dire, ils vont mettre le mannequin en relation avec la marchande de fleurs, avec des enfants, avec le peintre. Et ça donne un côté très humain à cette photographie, qui est quand même aussi une photo très avant-gardiste par rapport à l'époque. Ces photographes ont une particularité, c'est qu'ils savent adapter leurs photos à l'air du temps.
adapter tout le regard d'élégance, finalement, au progrès, au modernisme, qui nous fait rêver et nous donne envie de rêver. Le talent de ces photographes, c'est incroyable. Hein. Et vous savez qu'aujourd'hui, tous leurs fonds photographiques, tous les négatifs sont conservés à la Bibliothèque nationale et au Centre des monuments nationaux. Je voudrais vous montrer ça. Thomas, c'est quelque chose de très rare. C'est ce qu'on appelle le pictorialisme. C'est très rare parce que c'est un courant qui a été lancé par un Américain au début du siècle dernier qui a duré très peu de temps parce que ça n'a pas du tout marché en fait. C'est une technique qui consiste en fait à prendre une photo et à y poser des huiles grasses en couleur. Et c'est ce qui donne ce côté très cotonneux, magnifique. Non, j'en veux, je veux la même. Et donc, voilà, les frères Séberger se sont un peu essayés au pictorialisme et il y aura ça également dans la vente. La vente a lieu le 8 novembre prochain. C'est Maître Milon qui sera au marteau. Alors, et c'est formidable. Allez-y. Allez-y. Merci beaucoup. Il reste